Le garçon qui m'a poussé dans les escaliers en troisième m'appelle maintenant avant les entretiens d'embauche pour l'aider à se préparer. Celui qui a inventé le surnom qui m'a suivi pendant des années m'a défendu lorsque d'autres l'ont utilisé. Le meneur qui a orchestré mon isolement social est devenu celui qui m'a aidé à trouver ma voie. Si vous avez déjà subi le poids d'être pris pour cible, que ce soit dans les couloirs de l'école, dans les salles de pause au travail ou lors de réunions de famille, vous connaissez peut-être la douleur de ces questions restées sans réponse. Pourquoi moi? L'ont-ils regretté? Les choses pourraient-elles être différentes? Mon cheminement vers la réponse à ces questions m'a révélé des vérités sur le comportement humain et le pardon qui ont changé non seulement mes relations avec mes anciens harceleurs, mais aussi ma façon d'aborder chaque conflit dans ma vie. Chaque matin à 7h35, Daniel planifiait des itinéraires alternatifs dans les couloirs de l'école, calculant les secondes nécessaires pour se déplacer entre les classes tout en évitant les endroits où elle l'attendait. Sa routine était devenue une science exacte. 23 pas de la fontaine à eau à la cage d'escalier ouest, 15 secondes pile pour franchir l'espace entre le gymnase et la salle de musique. Il avait mémorisé les angles morts de chaque moniteur dans les couloirs et identifié les toilettes qui pouvaient le dissimuler pendant la pause déjeuner. Daniel avait perfectionné l'art de se faire oublier. Il portait des couleurs sobres qui se fondaient dans les murs de l'établissement, marchait avec une posture discrète, parlait juste assez bas pour que les professeurs ne l'interpellent que rarement. Le poids de cette vigilance constante transforma peu à peu son monde. Ses notes, autrefois excellentes, s'effondrèrent, la concentration devenant impossible, son esprit trop occupé à chercher des échappatoires pour assimiler les équations du second degré ou les dates historiques. Le sommeil lui échappait presque toutes les nuits, son corps se tendant sous l'effet de rires fantômes qui semblaient en le suivre jusque dans ses rêves. Sa chambre devint sa forteresse, son itinéraire scolaire soigneusement programmé pour arriver quelques secondes avant la sonnerie, son cercle social se rétrécissant jusqu'à ne contenir que ceux qui n'attireraient pas l'attention. Derrière leur cruauté, Daniel entrevoyait parfois quelque chose de plus complexe chez ses bourreaux. Jason, le meneur, s'était un jour esquivé au milieu d'une provocation lorsqu'un professeur avait évoqué l'absence de son père. Mike, spécialiste de l'art de plaquer accidentellement Daniel contre les casiers, avait les mains tremblantes lorsqu'on lui demandait de lire à voix haute en anglais. Même Connor, qui avait inventé le surnom de cafard, car on se disperse quand la lumière s'allume, avait un jour aidé un élève de première année à ramasser des livres éparpillés alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Ce surnom était blessant précisément parce qu'il reflétait l'existence de Daniel, une créature errant dans l'ombre, survivant grâce à des bribes de dignité. Leur méthode évoluait avec une créativité cruelle, des chaînes de messages orchestrés où les invitations étaient envoyées, puis publiquement annulées, des contrôles d'épaules minutés au moment opportun, semblant accidentels aux yeux des enseignants, un exil social calculé maintenu par des menaces murmurées contre quiconque lui témoignait de la gentillesse. Le silence des témoins était presque aussi douloureux que le harcèlement lui-même. Des amis qui détournaient le regard, des professeurs qui répétaient des platitudes sur le fait de les ignorer ou suggéraient à Daniel d'essayer de s'intégrer davantage. Le conseiller d'orientation, bien intentionné, dont la stratégie de les réunir pour des activités encadrées ne leur fournissait que de nouveaux éléments à utiliser contre lui après la fin de la surveillance des adultes. Le point de rupture de Daniel arriva de manière inattendue un mardi après-midi. Arrivé tôt à la maison, il entendit sa sœur Emma, 10 ans, au téléphone. Sa voix était faible et tendue, tandis qu'elle racontait comment les filles de son école l'avaient exclue des tables de déjeuner et murmurait en passant. « Je fais comme si de rien n'était », dit-elle d'une voix brisée par l'effort de courage. Daniel se figea dans le couloir, voyant ses propres mécanismes d'adaptation soigneusement élaborés se refléter dans les paroles de sa sœur.
Ce craquement dans la voix d'Emma devint le bruit des murs qui s'écroulaient chez Daniel. Pendant 3 jours, après avoir entendu sa sœur, Daniel se débattit avec une décision qui le terrifiait plus que n'importe quelle confrontation de couloir. Lorsqu'il frappa enfin à la porte du bureau de Madame Larson, les mots jaillirent sans qu'il puisse y réfléchir. « Je veux leur parler, face à face. » Les yeux de la conseillère d'orientation s'écarquillèrent légèrement, son stylo se figeant au milieu d'une note. Ce n'était pas le protocole habituel pour les interventions en cas de harcèlement, mais quelque chose dans l'expression déterminée de Daniel la fit envisager cette possibilité. Madame Larson venait de suivre un atelier sur les pratiques de justice réparatrice, une philosophie qui privilégie la guérison des relations plutôt que la punition. Elle l'expliqua à Daniel, assis, raide sur sa chaise de bureau. « Ce ne sera pas facile, » prévint-elle, « et je ne peux pas garantir qu'ils accepteront de se rencontrer. » Mais Daniel avait déjà franchi un seuil intérieur. La douleur imaginée de la confrontation était soudain moins accablante que le poids du silence prolongé. Les préparatifs durèrent 1 semaine. Madame Larson aborda Jason, Connor et Mike individuellement, présentant la rencontre comme une opportunité plutôt qu'une punition. Leur réaction allèrent du rejet défensif à une curiosité réticente. Daniel passa des nuits à rédiger son discours, froissant papier après papier, les mots manquant à rendre l'énormité de son expérience. Il s'exerça devant le miroir de sa chambre jusqu'à ce que son reflet devienne un étranger, quelqu'un de plus courageux qu'il ne le croyait. Le jour J, Daniel arrive 15 minutes en avance, l'estomac noué, faute de petit déjeuner. Le bureau de Madame Larson, d'ordinaire un sanctuaire de plantes en pot et d'affiches inspirantes, se transforma avec l'ajout de 5 chaises disposées en cercle serré. La pièce, qui avait toujours semblé spacieuse, contenait à peine la tension qui s'emparait de chaque personne qui y entrait. Jason arriva le premier, affalé sur une chaise avec une nonchalance forcée qui ne parvenait pas à masquer son malaise. Connor et Mike le suivirent quelques minutes plus tard, leur arrogance habituelle atténuée dans ce contexte inhabituel. Le sourire de Madame Larson se crispa tandis qu'elle expliquait les règles de base. Ne parler qu'en tenant la petite pierre bleue qu'elle avait posée sur son bureau, écouter sans interrompre, se concentrer sur l'impact plutôt que sur l'intention. Quand son tour arriva, Daniel tendit la main vers la pierre et se sentit trembler violemment. Son discours préparé s'évapora. À la place, ce qui en ressortit était brut et sans filtre. J'ai arrêté d'utiliser mon casier en première année parce que rester coincé là me faisait vomir d'anxiété. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je n'ai pas levé la main en cours depuis que tu m'as traité de chouchou du prof et que tu as laissé ce cafard mort dans mon sac à dos. L'adrénaline qui le submergeait était comme de l'électricité, un courant menaçant de le chasser de sa chaise et de la porte. Les brutes s'agitèrent, mal à l'aise. Jason examina ses baskets avec une intensité soudaine. Connor laissa échapper un rire nerveux qui s'éteignit rapidement sous le regard fixe de Madame Larson. Le regard de Mike allait et venait entre Daniel et la porte, comme s'il cherchait une issue de secours. Mais tandis que Daniel continuait de parler, un événement inattendu se produisit. La posture défensive de Connor s'adoucit presque imperceptiblement lorsque Daniel décrivit son insécurité. La façade d'indifférence se fissura, révélant un éclair de « Était-ce de la reconnaissance ?» Cette lueur de reconnaissance devint le premier fil fragile de ce qui allait devenir un pont improbable. Que se passe-t-il lorsque des ennemis sont contraints de se considérer comme des humains? La cafétéria, ce champ de bataille impitoyable pour adolescents où les hiérarchies sociales s'affichaient comme des insignes militaires, allait être le théâtre d'un événement qui défiait l'ordre naturel de la vie au lycée. 3 semaines après leur séance de médiation, Jason déposa son plateau repas en face de Daniel. Le bruit du plastique heurtant le stratifié résonna dans le silence soudain. Des centaines d'yeux suivirent le mouvement, écarquillés d'incrédulité collective. Daniel se figea en pleine bouchée, son sandwich suspendu entre son assiette et sa bouche, tandis que Jason hochait la tête et commençait à manger sans explication. De l'autre côté de la salle,
L'équipe habituelle de Jason le fixait avec des expressions allant de la confusion à la trahison pure et simple. Ce simple geste représentait plus qu'un simple choix de place. C'était une reconfiguration publique des lois sociales tacites qui régissaient leur école depuis des années. Les jours qui suivirent furent marqués par une série d'interactions maladroites et hésitantes. Un bref « bonjour » dans le couloir, un crayon emprunté rendu avec un remerciement murmuré. De petits moments qui auraient pu paraître anodins dans un autre contexte prirent une signification profonde. Ce qui déconcerta le plus tout le monde, ce ne fut pas la civilité entre anciens ennemis, mais les timides signes d'un intérêt sincère. Lorsque Daniel expliqua un problème de calcul à Connor après le cours, leur conversation s'étendit sur plusieurs minutes, au-delà de la solution mathématique. La résistance s'est manifestée de toutes parts. « Tu as perdu la tête ?» siffla Raj, le meilleur ami de Daniel, le prenant à part après l'avoir aperçu en train de discuter avec Mike près de la bibliothèque. « Ces types t'ont fait vivre un enfer pendant 3 ans. » Pendant ce temps, les amis de Jason exigeaient des explications, leurs accusations de trahison s'intensifiant à chaque pause déjeuner. Les parents étaient tout aussi sceptiques. « Je ne crois pas à ce changement soudain d'avis, » dit la mère de Daniel au dîner, sa fourchette ponctuant ses inquiétudes. « On ne se transforme pas du jour au lendemain. » La paix fragile faillit s'effondrer lorsque Connor, sous le regard attentif de ses coéquipiers de basket-ball extérieur à la médiation, fit tomber délibérément les livres de Daniel des mains dans le couloir principal bondé. « Certaines habitudes ont la vie dure, Roach », ricana-t-il, bien que son regard exprimât quelque chose que Daniel n'avait jamais vu auparavant, du regret mêlé à la peur de perdre la face. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé, se demandant s'il avait été naïf de croire qu'un changement était possible. La rédemption est arrivée de manière inattendue lors d'un projet d'histoire. Associé à Mike par un professeur ignorant de leur histoire complexe, Daniel s'est préparé à des heures pénibles de recherche sur la guerre de sécession. Au lieu de cela, alors qu'il travaillait dans la salle de classe vide après les cours, Mike parlait doucement de sa vie familiale. Son père, dont les accès de colère alcoolique lui avaient appris que la vulnérabilité était dangereuse, ses bleus cachés sous ses manches longues, même en été. « Je suis devenu ce dont j'avais le plus peur », a admis Mike, ses doigts traçant les motifs du bois sur le bureau. Il était plus facile d'être craint que d'avoir peur. La dernière barrière tomba lors d'un après-midi pluvieux à la bibliothèque. Jason, peinant à rédiger une dissertation pour une candidature à l'université, demanda de l'aide à Daniel. Entre brouillon et révision, une confession inattendue surgit. « Je détestais la facilité avec laquelle tout arrivait, » dit Jason d'une voix à peine audible. « Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Nous avons déménagé 4 fois. L'école n'était qu'un autre endroit où je n'avais pas ma place, jusqu'à ce que je trouve le pouvoir de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente encore plus mal que moi. » Les paroles murmurées à la bibliothèque se sont transformées en actes qui ont brisé les lois tacites de l'école. Si la plupart des histoires de réconciliation se terminent par une trêve fragile, les événements des mois suivants ont remis en question l'idée selon laquelle les blessures du harcèlement laissent des cicatrices permanentes qui ne guérissent jamais vraiment. Le premier signe visible de cette transformation est apparu lors d'une vive dispute dans le couloir. Un élève de terminale de l'équipe de baseball a acculé Daniel à des railleries au sujet de sa présentation en cours d'économie. Avant que Daniel puisse répondre, Connor s'est interposé, la voix basse mais résolue. « Recule. Il est avec nous maintenant. » Cette phrase simple, presque tribale dans sa revendication protectrice, a marqué un changement de frontière qui a eu des répercussions dans tout l'écosystème social. Les petits moments s'accumulaient comme des pierres pour former de nouvelles fondations. Mike commença à réserver une place à la cafétéria où leur nouveau groupe d'amis s'engageait dans des conversations embarrassées qui trouvaient peu à peu leur rythme. Des blagues privées surgirent. Daniel et Jason développèrent un rituel d'échange de problèmes de calcul avec des scénarios de plus en plus absurdes.
un langage intime qui faisait référence à leur histoire commune tout en la transformant en quelque chose de nouveau. Tout le monde n'accueillait pas favorablement cette rupture avec l'ordre établi. Les professeurs échangeaient des regards sceptiques lorsqu'ils apercevaient d'anciens adversaires travaillant ensemble sur des projets de classe. Plusieurs anciens amis de Jason l'accusaient de s'affaiblir, leurs murmures le poursuivant dans les couloirs. La confiance restait fragile, vulnérable au poids des souvenirs. Daniel sursautait encore parfois lorsque Connor s'approchait trop rapidement de lui. Et Jason se retranchait parfois dans un silence distant lorsque les conversations s'approchaient trop de leur passé douloureux. Les parents observaient cette évolution avec circonspection. La mère de Daniel, initialement convaincue que leur amitié n'était qu'une farce élaborée, a adouci sa position après avoir trouvé Jason endormi sur leur canapé à 2 heures du matin, des manuels éparpillés autour de lui, tandis qu'il aidait Daniel à terminer un projet en retard. « Il est différent avec toi », a-t-elle admis plus tard. Ou peut-être est-il enfin celui qu'il était censé être depuis le début ? Le conseiller d'orientation a constaté une augmentation des visites d'autres élèves cherchant une médiation pour leurs propres conflits. 2 élèves de première année, qui ne s'étaient pas parlé depuis une dispute explosive sur les réseaux sociaux, ont été poussés à demander une rencontre. « Si ces élèves ont trouvé une solution, peut-être que nous aussi », a expliqué l'une d'elles. Consciente du potentiel de ce programme, l'administration a mis en place un programme de réconciliation entre pairs, dont Daniel et Jason ont été les premiers animateurs formés. Le véritable ciment de leur amitié s'est formé lorsque le père de Daniel a perdu son emploi, plongeant la famille dans l'incertitude financière. Sans annonce ni fanfare, Jason, Mike et Connor sont venus le samedi matin pour aider Daniel dans sa nouvelle entreprise de tonte de pelouse, doublant ainsi le nombre de maisons qu'ils pouvaient entretenir. Ils ont refusé de payer, balayant les remerciements d'un haussement d'épaules gêné. Le jour le plus révélateur fut celui où Jason découvrit la peur paralysante de Daniel de parler en public, quelques semaines avant un entretien crucial pour une bourse. « Tu te figes à chaque fois que tu dois parler à plus de 3 personnes, » observa Jason. Pendant le mois suivant, il consacra ses moments libres à des séances d'entraînement, filmant Daniel et lui offrant des critiques constructives sans la moindre moquerie. Lorsque Daniel remit en question son expertise soudaine, la réponse de Jason était pleine de remords. « J'ai passé des années à étudier comment te démolir. Je connais exactement tes points faibles. Laisse-moi t'aider à les reconstruire. » 10 ans se sont écoulés depuis cette première séance de médiation dans le bureau de Madame Larson, et ni Daniel ni ses anciens harceleurs n'auraient pu prédire où leur parcours les mènerait. Lors de leur réunion d'anciens élèves du lycée, ils se sont réunis dans un coin tranquille, leur rire spontané témoignant du chemin parcouru. Daniel, aujourd'hui psychologue spécialisé dans les traumatismes des adolescents, attribue à cette confrontation sa compréhension de la capacité humaine à changer. Jason enseigne dans leur ancienne école, où il a mis en place un programme de lutte contre le harcèlement devenu un modèle pour le district. Ce qui demeure, ce n'est pas la clarté de leur résolution. Il y a eu des revers, des moments de doute et des conversations douloureuses qui les ont poussés dans leur retranchement. La véritable transformation s'est opérée sous la surface, dans la reconnaissance silencieuse que la douleur, affrontée directement, perd son pouvoir de nous définir. Pour Daniel, la liberté n'est pas venue d'échapper à ses bourreaux, mais d'affronter sa peur. Pour Jason, Mike et Connor, la responsabilité n'est pas devenue une punition, mais une libération des schémas qu'ils avaient hérités et perpétués. C'est peut-être là la leçon à retenir. Lorsque nous sommes à la croisée des chemins entre l'évitement et la confrontation, le chemin le plus courageux n'est pas toujours celui qui nous protège de l'inconfort. Parfois, le courage consiste à foncer droit dans la tempête, confiant que la compréhension nous attend de l'autre côté.